Mesdames, Messieurs, bonjour à tous. Merci Guy pour cette introduction. J'ai donc effectivement le plaisir de vous présenter en lieu et place de David, vers qui vont toutes mes pensées, les lignes de force qui sous-tendent la notion de leadership pédagogique. Et nous parlons bien de leadership pédagogique et pas de direction d'école. Donc les lignes de force qui sous-tendent ce concept au niveau international, et plus particulièrement dans le monde anglo-saxon, qui s'intéresse depuis de très nombreuses années à cette notion. David Eastens a, au sein du CERI, qui est le Centre de recherche pour l'innovation et l'éducation de l'OCDE, dirigé un programme qui a analysé des dizaines de systèmes éducatifs. Son but premier était de déterminer les facteurs essentiels qui permettent à un système éducatif de faire progresser l'ensemble des publics qui lui sont confiés. C'est dans ce cadre que j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec lui au nom de la Fédération Wallonie-Bruxelles pendant plusieurs années. Les résultats de ces analyses ont été rassemblés dans 4 livres, puis synthétisés dans un ouvrage d'Andreas Schleicher, surnommé Monsieur PISA, puisque c'est lui qui a mis en place ce programme il y a une vingtaine d'années. Mais je vous invite réellement, si vous en avez l'occasion, soit à lire son livre, soit à aller écouter une conférence qu'il donne, parce que c'est l'occasion de comprendre que les résultats PISA, eh bien, ce n'est pas une fin en soi. 5 livres donc, dont la synthèse du premier, Comment apprend-on la recherche au service de la pratique, est disponible sur le site enseignement.be. Le deuxième traite des environnements pédagogiques et pratiques novatrices. Ces 2 ouvrages sont en français. Malheureusement, celui qui nous intéresse aujourd'hui, Leadership for 21st Century Learning, est lui, il n'apparaît pas, il apparaît, est lui en anglais, mais avec un petit peu de pratique, vous verrez, on rentre dedans. Je ne suis pas un anglophone parfait, loin de là, et je suis pourtant là devant vous cet après-midi. Le 4e, c'est Governing Education in a Complex World. Ce livre-là, là il y a une inversion avec, je vous passe les 5, comme ça sera plus facile. Donc le 5e traite de la gouvernance au niveau global, au niveau macro des systèmes éducatifs. Et le dernier, Des écoles pour les apprenants du XXIe siècle, c'est le livre d'Andreas Schleicher, dans lequel tout ce qui traite du leadership pédagogique et de la direction d'école ont été... tout ce chapitre, c'est le chapitre 3 si je ne m'abuse, a été rédigé par David Eastens. Donc comme l'indique le titre du 3e livre, le CERI s'est intéressé spécifiquement à l'exercice du leadership pédagogique. Et le rapport portant sur ce sujet fait l'objet de ce livre, suite à un travail qui a été mené conjointement avec plusieurs systèmes éducatifs et qui a fait l'objet d'un colloque en 2013. Mais ce livre est intéressant parce que, outre qu'il prend en compte le résultat des analyses de ces systèmes éducatifs, il prend en compte également un certain nombre de recherches en éducation, et plus spécifiquement celles de James Pillan et de John McBeat. James Pillan, nous avions eu l'occasion, peut-être certains d'entre vous également, de l'écouter à Bruxelles, puisque nous l'avions invité en mars 2014 dans le cadre de la communauté d'écolage. Alors donc, au niveau international, comme chez nous, il est évident que l'exercice d'un leadership est essentiel, car il est déterminant dans les orientations, dans les dynamiques et les résultats, que ce soit au niveau micro des écoles, mais comme nous le verrons également, plus largement au sein des systèmes éducatifs. Et nous avons entendu M. Erali nous le dire ce matin, et d'autres intervenants également, nous avons tous bien compris que l'école, c'est un collectif qui n'est plus l'affaire de la seule direction. Ou pour le dire autrement, et reprendre une phrase qui date d'il y a 10 ans, une phrase de Monika Gatter-Turler, les recherches récentes font apparaître que l'organisation de l'école en cycle ou l'adoption de nouveaux objectifs d'apprentissage sont intimement associés aux dynamiques au sein des établissements, aux intentions et sentiments de compétences qui amènent les professionnels, individuellement et collectivement, à promouvoir des changements significatifs et à créer des communautés professionnelles de travail et d'apprentissage. C'est exactement ce qui vous a été présenté sur cette vidéo en début d'après-midi, la vidéo des CAP. Dans un modèle de système dynamique, les enseignants sont membres d'une organisation sociale, co-responsables de son développement, s'y engagent activement en mobilisant leurs compétences individuelles, collectives
voire en faisant le maximum pour que de nouvelles compétences se construisent. Et en tant que partenaire, ils s'investissent dans la définition des problèmes et des objets de recherche pour trouver des solutions. Et donc, puisque le core business de l'éducation, c'est l'apprentissage, l'objectif du leadership est alors de créer et de soutenir des environnements qui sont propices à un bon apprentissage. Je vous renvoie là au deuxième livre de l'OCDE, du CERI, sur les environnements pédagogiques novateurs. Le leadership s'exerce donc par l'intermédiaire d'une distribution de rôles et des tâches connectées à des activités et des relations. Il s'étend bien au-delà des acteurs formels de l'école pour inclure les différents partenaires extérieurs, qu'ils soient au niveau de l'école, mais également au niveau méso ou au niveau macro du système éducatif. Mais comment faire ? Que font les enseignants que l'on a vus à l'œuvre là tout de suite ? Ils font ce que James Pillan résume en 3D. Alors, vous excuserez mon anglais à certains moments. Le premier des D, c'est « diagnosis ». C'est identifier la nature et la cause d'un phénomène. Plusieurs enseignants se rassemblent, se mettent ensemble, ils sont face à un problème. D'abord, on identifie la nature ou la cause du phénomène. Ensuite, en fonction des objectifs que l'on s'est fixés au niveau de l'école, et cela peut renvoyer à ce que nous avons entendu ce matin par rapport au plan de pilotage, au contrat pour objectifs, il faut concevoir et organiser des infrastructures nécessaires pour atteindre ces objectifs. C'est le design. Et la troisième, et c'est là qu'intervient la notion de leadership pédagogique, c'est utiliser ce leadership pour concentrer ce leadership sur les interactions entre les leaders, les followers et les situations. Nous allons y revenir tout de suite. Pour James Pillan, l'école est effectivement organisée autour de relations qui existent entre trois pôles. Les leaders, les followers et les situations. Comme vous pouvez le constater, le pôle leader ne comprend pas uniquement la direction de l'école. Nous sommes bien ici dans la conception du leadership pédagogique au sein d'un établissement scolaire. Celui-ci, dans certains cas, peut même n'être qu'un followers. Pour Pillan, le leadership pédagogique n'est donc pas symbolisé par un individu, mais par l'action exercée par une ou plusieurs personnes sur les relations entre les différents pôles. Relations qui sont symbolisées sur le schéma que vous avez devant vous par les flèches blanches, et vous voyez qu'elles vont dans les deux sens. Mais il est évident, et c'est une des orientations que donnent les recherches du CERI et de l'OCDE, qu'idéalement, l'exercice de cette action devrait être porté, à tout le moins au départ, par la direction de l'établissement scolaire. Encore faut-il pour cela lui en donner les moyens et les compétences. Pour James Pillan, la même logique, cette même triangulation est à l'œuvre dans l'acte pédagogique. L'acte pédagogique s'inscrit également dans un triangle entre l'enseignant, l'élève et les outils qui sont utilisés. Et donc l'enseignant, pour réguler son action, il utilise régulièrement les 3D, sans le savoir sans doute. Il exerce donc du leadership pédagogique à l'échelle de sa propre pratique, en interagissant sur la relation qu'il a avec les élèves, ou avec les outils, ou avec les deux. L'action pédagogique est une pratique sociale dès lors qu'elle est établie entre deux ou plusieurs personnes, et des outils. Exercer du leadership pédagogique revient donc au niveau des équipes pédagogiques à agir sur les pratiques sociales. Et les flèches rouges de ce schéma symbolisent ce qu'est le leadership pédagogique. Comme vous le voyez, il ne porte pas sur l'enseignant, sur l'élève ou sur les outils, mais sur les interactions qui se construisent entre les différents pôles au sein de l'école. Alors comment ? Eh bien, nous l'avons vu. Nous l'avons vu dans la vidéo sur les CAP. Nous avons vu des enseignants qui se penchent ensemble sur des pratiques afin de les faire évoluer. Nous avons vu un directeur qui dit « Quand je suis autour de la table avec mes enseignants, je deviens facilitateur ». Alors pourquoi
Pourquoi a-t-on besoin d'agir sur ces interactions? Une école, c'est un ensemble d'infrastructures, de routines organisationnelles, c'est-à-dire des schémas répétitifs, identifiables, d'actions qui sont interdépendantes de multiples acteurs au sein de l'école ou extérieurs à l'école. Mais bien souvent, ces routines et ces infrastructures ne sont pas transparentes, sont peu travaillées, sont peu nommées, sont parfois cachées. Et donc, quand on regarde l'image traditionnelle d'une école, on voit ça. Ça, c'est une école. Mais on ne sait pas ce qui se passe derrière les murs. Or, pourtant, c'est ce qui se passe derrière les murs qui fait une école. Alors, à cette image traditionnelle de l'école, Spillan, lui, il propose cette image-ci. Beaubourg. Beaubourg, tout ce qui a l'habitude d'être caché dans un bâtiment est apparent. Vous avez toutes les canalisations de chauffage, d'évacuation d'eau, tout. Tout ce qui fait vivre ce musée est visible aux yeux de tous. Le modèle proposé par le leadership pédagogique au niveau du CERI et au niveau de James Spillan est celui-là. C'est rendre apparent ce qui ne l'est pas, mettre des mots sur ce qui se fait machinalement. Mais ça ne se fait pas sans difficulté, car nous le savons, les routines, elles sont indispensables à la stabilité et à la continuité temporelle de l'organisation, car elles structurent l'action. Elles supposent aussi une adaptation, et nous le savons tous, aux contraintes institutionnelles et réglementaires. On les a évoquées ce matin. Et parfois, ces routines peuvent aussi être des inhibiteurs d'innovation. Il appartient alors au leadership pédagogique de mettre l'accent sur le diagnostic et le design de ces routines organisationnelles. Et c'est exactement ce que nous avons vu dans la vidéo, encore une fois, tout à l'heure, quand les enseignants, ensemble, disent « on teste, on essaye, on construit ». Cette enseignante qui parlait d'un nouveau cadre qu'elle utilisait. Que font les enseignants? Ils évaluent les routines. Pourquoi devraient-elles marcher? Pourquoi ne vont-elles pas marcher? Quels sont leurs avantages, leurs désavantages? En quoi sont-elles liées aux tâches d'enseignement par les enseignants ou aux tâches d'apprentissage par les étudiants? Ils construisent alors ce que Spillan appelle des routines germinatives, qui sont des outils de transformation des pratiques. D'abord en semant quelques enseignants, on vous a dit une cape, ça peut être 3 enseignants, puis en disséminant vers toute l'équipe, ça prend du temps. Ces routines germinatives, c'est en fait l'objectif essentiel de l'exercice du leadership pédagogique tel qu'il a été perçu au niveau du Centre de recherche et d'innovation en éducation de l'OCDE. Elle sollicite des modes d'action familiers et elle redonne un but à l'action. Mais pour qu'elles soient durables, ces routines doivent avoir 6 qualités. La première, c'est d'être centrée sur le noyau technique. Le noyau technique, c'est enseigner et apprendre. La deuxième, c'est d'être ancré dans un curriculum officiel, mais aussi le curriculum réel. Nous l'avons entendu ce matin par rapport au plan de pilotage, les écoles pourront ajouter un certain nombre d'objectifs qui leur sont spécifiques, parce que la réalité de l'école A n'est pas celle de l'école B. Ces routines doivent construire une conception commune. Depuis ce matin, nous vous parlons de l'individuel, du collectif, de l'importance de construire des conceptions communes et des valeurs communes. Elles doivent générer la confiance. Il faut vouloir se lancer. Il faut vouloir également aller vers les autres enseignants de l'équipe pour pouvoir les attirer. Elles doivent offrir de nouveaux circuits de connaissances, recréer une routine, reconcevoir une routine, concevoir une nouvelle routine, ce n'est pas simplement reprendre quelque chose qui n'a pas fonctionné. Et enfin, et c'est essentiel, elles doivent être ouvertes dès le départ à la transformation, sans perdre leurs composantes, et nous y reviendrons tout de suite. Alors, combinant cet apport académique et l'analyse des systèmes éducatifs, David Eastens et ses collaborateurs ont pointé 7 critères, orientations, que doivent recouvrir
que doit recouvrir la conception du leadership pédagogique et surtout sa mise en œuvre au sein d'un système scolaire, qu'il se soit au niveau micro, méso ou macro. Alors, tout d'abord, c'est une condition essentielle. Pas de transformation de nos pratiques, pas de grandes réformes, comme on en a parlé ce matin, s'il n'y a pas un exercice, l'exercice d'un leadership pédagogique performant, si la relation pédagogique n'est pas au cœur de la pratique du leadership, puisque nous l'avons dit, l'apprentissage des élèves est la mission première de l'école, et quel qu'en soit son contexte social. Un deuxième critère, c'est veiller dès le départ à une mise en œuvre pérenne. Si le leadership pédagogique porte en lui la conception et le développement d'environnements pédagogiques innovants, ce n'est pas pour 2 mois, 3 mois, 1 an. Ces environnements doivent pouvoir répondre à l'ambition de l'école et donc nécessitent un enseignement très exigeant, à la fois au niveau des curricula, mais aussi de permettre à chaque enseignant, et c'est extrêmement important, j'insiste sur le terme enseignant ici, pas nécessairement, et pas élève, vous comprendrez pourquoi tout de suite, à chaque enseignant de continuer à apprendre, à accepter de se remettre en question pour réapprendre. Et donc oui, comme nous l'avons entendu ce matin, la formation en cours de carrière de tous les acteurs, enseignants particulièrement, est une condition de réussite pour une mise en œuvre durable de l'exercice d'un leadership pédagogique performant. Quelque chose qu'on a vu dans la vidéo de la CAP et que nous avons entendu ce matin également, c'est le troisième critère, c'est le courage d'oser. Si le leadership pédagogique demande créativité, il demande aussi souvent le courage d'oser être innovant pour analyser les routines existantes, puis en concevoir et en redessiner d'autres sans avoir peur de l'échec. C'est explicite, on l'a entendu chez les enseignants de Sainte-Marie-à-Jambes. Mais cela demande des changements profonds dans la mentalité et la pratique. Cela nécessite aussi une capacité de garder une vision à long terme sur les objectifs. Dans le cadre d'un plan de pilotage, c'est clair qu'avec une évaluation au bout de 3 ans, on a un objectif plus ou moins à long terme, mais rappelez-vous, pour ceux qui, comme moi, ont rédigé il y a une dizaine, quinzaine d'années un rapport d'activité à l'issue d'un conseil de participation, on ne savait pas très bien vers quoi on allait. Ici, il y a une vision, on a besoin de cette vision à long terme. D'autant plus que l'on sait, et un enseignant l'a dit là tout de suite, les évolutions en éducation ne se produisent pas toujours à court terme et l'on n'en voit pas des résultats tangibles immédiatement. L'accent doit donc être mis sur des changements profonds de la pratique, des routines et des cultures d'école. C'est un exercice professionnel, l'exercice du leadership pédagogique. Il requiert un haut niveau de compétences qui sont développées à la fois par l'acquisition d'un certain nombre de modèles, mais aussi par l'apprentissage sur le terrain, l'analyse et l'auto-évaluation de l'action. Et comme les leaders pédagogiques sont eux-mêmes des travailleurs du savoir à haut niveau, en s'engageant eux-mêmes dans un apprentissage professionnel approprié, ils créeront les conditions pour que les autres acteurs formels, ou non, puissent faire de même. En fait, ce qui est aussi demandé à quelqu'un qui exerce du leadership pédagogique, c'est de devenir un modèle de professionnalisme au sein de sa communauté éducative. Le leadership pédagogique, l'exercice du leadership pédagogique, est de nature fondamentalement sociale. Nous l'avons vu, on agit sur les interactions entre les différents pôles, entre les différents acteurs ou entre les acteurs et les outils. On agit donc sur la relation qui existe entre les personnes ou entre les personnes et les objets. L'apprentissage du leadership se développe et se poursuit à travers la participation à des communautés d'apprentissage professionnelles et à des réseaux d'acteurs. Cela signifie donc que le rôle des niveaux méso des systèmes éducatifs, dans notre cas les réseaux d'enseignement, est primordial en termes de soutien et d'action à l'exercice du leadership. L'exercice du leadership, au fur et à mesure que l'école va avancer, va changer, va innover, va devenir de plus en plus complexe, impliquant parfois plus d'acteurs qu'on ne l'avait imaginé au départ.
Autrefois, et dans la littérature académique c'était visible, le monde de l'école était un monde où on parlait des enseignants, de la direction. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus prendre en compte uniquement des acteurs strictement scolaires. La conception des environnements d'apprentissage novateurs intègre des approches moins officielles, moins formelles et ne se cantonne plus uniquement au mur de l'école. Et donc, de manière à accroître les exigences pédagogiques au sein de nos établissements, les équipes doivent s'étendre à une gamme de professionnels et de partenaires qui, aujourd'hui, commencent à en franchir les portes, mais ce n'est pas toujours évident. Sans doute, et je vous renvoie là à ce qu'on a dit ce matin sur la difficulté, enseignement, liberté, individu. Enfin, le dernier critère, c'est une chimie multiniveau, et ce n'est pas le moins important. Car mettre en œuvre un leadership pédagogique transformateur au niveau de l'ensemble d'un système ne peut se satisfaire de quelques opérations ou de quelques changements au sein des écoles. L'innovation systémique et durable du processus nécessite un leadership pédagogique à tous les niveaux du système et pas seulement au niveau de l'école elle-même. Alors oui, l'impulsion peut provenir de n'importe quel niveau, voire d'acteurs extérieurs au monde scolaire, mais pour que cette impulsion soit soutenue à l'échelle du système, elle a besoin de prise de décision et d'actions correspondantes aux autres niveaux du système. Autrement dit, le discours doit être le même à tous les niveaux du système. Un leadership pédagogique est donc nécessaire à la fois au niveau micro, sinon effectivement rien ne changera, mais aussi méso et macro. Et si Spillan s'est spécifiquement attaché au niveau micro, voire méso, le CERI élargit là tout à fait le propos. Pour le CERI, l'exercice de ce leadership ne peut être synonyme d'injonctions diverses et multiples. Par contre, il doit servir à créer l'espace initial pour l'innovation ou être exercé en réponse à l'innovation qui s'est mise en place au niveau micro. Et je pense ici qu'en citant l'exemple du projet P45 au niveau du secondaire, vous savez, ce projet qui permet de réduire de 5 minutes les heures de cours afin de les combiner par 2, et sans se poser la question de savoir est-ce un bien ou un mal. Non, ici, ce qu'il y a, c'est une impulsion, une évaluation, un soutien et une pérennisation, mais en laissant la liberté aux acteurs de terrain. Au niveau global, donc, le rôle politique clé réside dans la condition des créations pour faciliter l'apprentissage professionnel en réseau. Les systèmes de gouvernance doivent avoir l'ambition de créer des environnements d'apprentissage puissants et innovants, et certainement pas d'aller à contre-courant de ce qui se vit dans les écoles. Et donc, en guise de conclusion, les travaux de CERI peuvent se résumer en 3 points. Le leadership pédagogique ne se décrète pas, il se construit sur la base d'un développement professionnel exigeant. Le leadership pédagogique n'est pas un acte d'autorité sur des acteurs. C'est le soutien et l'accompagnement de ces acteurs à la transformation des interactions qui régissent leurs actions. Le leadership pédagogique n'est pas une simple délégation, mais il doit permettre à tous les acteurs de prendre part à la direction et à la gestion pour trouver des solutions aux problèmes éducatifs. Alors David, lui, il vous aurait illustré ça avec un exemple du système scolaire écossais qu'il vient d'analyser, et en plus de ça, il avait quelque chose que je n'ai pas, c'est un petit accent so-british. Je vous remercie pour votre attention.